Le soleil se lève sur l'Égypte, dont la civilisation remonte à près de 7000 ans grâce au Nil. Comment vivait le peuple et qui étaient ces rois que l'on appelle aujourd'hui pharaons? Cela excite notre curiosité et fascine aussi la jeunesse. Sur ce sujet, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui voulait ressembler à un pharaon. Ce garçon se nomme Matisse. Écoutons cette histoire. Je suis le plus fort, je suis roi d'Égypte. Tu ressembles à un pharaon. Comment devenait ton roi? Peux-tu m'expliquer? Un roi en particulier? Pense à Ramsès. Je vais te raconter comment il est devenu roi. Son grand-père n'avait aucun lien avec la famille royale précédente. Dans la plupart des cas, le fils aîné succède à son père. Mais quelquefois, cela se passe différemment. Cela commence à la fin de la XVIIIe dynastie. Après une période troublée, le général Horemheb fut couronné roi de Haute et Basse-Égypte en 1327 avant notre ère et rétablit l'ordre et la sécurité dans le pays. Il choisit avec discernement ses collaborateurs et distingue rapidement Ramessou, un jeune militaire qui gravit tous les échelons et qu'il nomme vizir à ses côtés, tant sa confiance en lui était grande. Un vizir? Le vizir correspond au Premier ministre en France. Horemheb, qui n'a pas de successeur, désigne comme prince héritier Paramissou. Il a un fils, Séti, et un petit-fils qui devrait pouvoir assurer une longue dynastie. Cette investiture fut fêtée en grande pompe. Les chants et les danses l'accompagnèrent, ainsi que son épouse, la dame Saté, jusqu'à sa demeure pour continuer les festivités. En 1295 avant notre ère, le pharaon Horemheb meurt et Ramessou devient Ramsès Ier, le premier roi de ce qui sera la 19e dynastie. Comme tu vois, il n'avait aucun lien avec la famille royale précédente. Ramsès Ier a été choisi pour sa bravoure et ses qualités et désigné par un pharaon. 2 ans plus tard, Ramsès Ier disparaît à son tour. Séti, son fils, lui succède et devient Séti Ier. Le fils de Séti, alors âgé de 7 ans, se nomme Ramsès comme son grand-père et il deviendra le grand Ramsès II. Le jeune Ramsès est instruit par un certain Tia, qui est le scribe de la table du maître des 2 terres, et qui déclare, sur une stèle où il est en adoration devant les dieux Ptah, Amon et Réoacti, qu'il fut le précepteur de sa majesté dès l'œuf, c'est-à-dire dès sa plus tendre enfance. La réelle précocité de son fils incite Séti à lui confier très tôt des responsabilités. Il le nomme co-régent et lui donne un nom royal, Ouser Mahat-Ré. Cet enfant surdoué, qui porte encore la mèche de l'enfance comme tout enfant en bas âge de cette époque, assis sur un coussin, le doigt à la bouche, vêtu d'un long pagne plissé, le bandeau royal muni de l'uréus orne son front. Son nom est inscrit dans un cartouche devant lui et indique son état de souverain dès l'enfance. De nombreuses représentations nous le prouvent. Ici, il est couronné par les dieux Seth et Horus. Le jeune Ramsès s'exerce à dompter le taureau sauvage sous l'œil de son père qui teste sa bravoure. Il présente des offrandes, toujours en compagnie de son père. Dans le temple d'Abydos, le jeune Ramsès, accompagné de son père Séti, rend hommage aux pharaons qui les ont précédés. Les noms de tous les pharaons sont là? Oui, tous excepté Hatshepsut, car cette femme a régné en même temps que son neveu Thoutmôsis III et était considérée comme une usurpatrice. Akhenaton, Toutankhamon et Haï ont été également écartés, car ils avaient rejeté le dieu Amon pour le dieu Aton. Que fait le co-régent Ramsès? Il participe à des expéditions guerrières
et son rôle est si important qu'il est autorisé à commémorer ses exploits sur les murs du temple de Beth el-Wali. Le petit Évispléos fut creusé dans la falaise sur ordre de Ramsès, co-régent de son père Séti. Dans la cour à ciel ouvert, des reliefs usés par le temps résument ces campagnes asiatiques et libyennes. On voit Ramsès, dans la fougue de sa jeunesse, bandant son arc pour bouter un ennemi terrorisé. Plus loin, une forteresse est investie. Ce sont deux petits princes, les fils de Ramsès, âgés de 4 et 5 ans, accompagnés du vice-roi de Nubie et du vizir, qui présentent toutes ses richesses au roi trônant en majesté. Ramsès II, qui est représenté sous la protection du dieu Ré, le dieu disque solaire, il est assis sur son trône. Et le premier détail qu'on voit ici, c'est sa couronne. C'est une couronne qui devait avoir la couleur bleue. C'est une couronne qui s'appelait en égyptien ancien le Kheperesh. Et le Kheperesh, c'est la couronne de la guerre. Pour finir, l'interminable défilé des tribus apporté par le vaincu, lion, gazelle, girafe, singe, défense d'éléphant, plumes d'autruche, or en anneaux et toutes sortes de pierres semi-précieuses. Lorsque Séti meurt, son fils, Ramsès, âgé alors de 25 ans, est proclamé roi, le protégé d'Horus. Le protégé d'Horus? Tu ne connais pas la légende d'Horus? Non? Je vais te la raconter. Au début de l'existence de l'Égypte, les dieux gouvernaient le pays. En ce temps-là, Osiris régnait sur les terres fertiles et son frère Seth sur les régions désertiques. Seth était jaloux de son frère car celui-ci était très aimé des hommes. Il décide donc de l'éliminer. Il fabrique un grand coffre garni de nombreuses pierres précieuses et promet, au cours d'un banquet, que celui qui rentrerait exactement dedans le posséderait. Bien sûr, seul le corps d'Osiris s'y adaptait parfaitement, puisqu'il avait été conçu à ses mesures. Dès qu'il fut dedans, Seth et ses complices scellent le couvercle et jettent le coffre dans le Nil. La déesse Isis, épouse d'Osiris, le recherche, le trouve et le cache. Seth le retrouve et découpe son frère en morceaux qu'il jette dans différents endroits du Nil. Inconsolable, la déesse Isis, aidée du dieu de la nécropole Anubis, reconstitue le corps de son mari avec des bandelettes et constitue ainsi la première momie. Comme elle était une très puissante magicienne, elle redonne à son époux le souffle de vie, ce qui lui permet de donner naissance à un fils qu'elle appelle Horus. Tant qu'il est petit, elle le cache dans les marais du delta pour que son oncle Seth ne puisse pas lui faire de mal. Lorsqu'Horus devient adulte, il demande à l'assemblée des dieux de lui restituer le trône de son père. Après de très nombreuses péripéties, Horus est vainqueur et les dieux lui accordent le gouvernement de l'Égypte. De très nombreuses années plus tard, Horus abandonne ce pouvoir et le transmet à un homme qui devient, de ce fait, l'incarnation et le protégé d'Horus. Alors Ramsès devient le protégé du dieu Horus. Oui, comme tous les rois depuis les premières dynasties, et cela se proclamait lors de leur couronnement. Bon, maintenant que je suis pharaon, je vais construire ma pyramide, aussi belle que celle de Gizeh. Cette superbe pyramide du pharaon Khéphren se trouve entre celle de son père Khéops et celle de son fils Mykérinos. Mais si tu es Ramsès, lui n'a pas construit de pyramide à son époque. Les rois étaient enterrés dans des tombeaux creusés dans la roche dans la vallée des rois. Si tu es Ramsès, tu vas pouvoir bâtir des temples. Lorsqu'il fut roi, Ramsès achève la grande salle hypostyle de son père à Karnak, décore les colonnes et tapisse les murs de scènes d'offrandes aux divinités et d'hommages aux dieux.
Une salle hypostyle. Une salle hypostyle est une salle dont le toit est soutenu par des colonnes. Le peuple ne pouvant accéder à l'intérieur du temple, Pharaon couvre les murs extérieurs de scènes à sa gloire, relatant ses victoires sur les peuples étrangers, une forme de communication politique comme de nos jours. À Luxor, il agrandit le temple en lui ajoutant une cour à portique et un pylône orné de 6 statues colossales, 2 assises et 4 debout. De chaque côté de l'entrée, 2 obélisques. La fête d'Opet avait lieu tous les ans, le 2e mois de l'inondation. Il s'agissait d'une grande procession qui partait de Karnak pour arriver à Luxor. Les statues d'Amon, de son épouse Mout et de leur fils Khonsu, chacun dans leur barque sacrée portée par des prêtres, se rendaient de Karnak à Luxor, accompagnés du roi, de sa cour et d'une foule innombrable. À Abydos, près du temple de Séti, il fait bâtir un temple. Sa partie basse, protégée du temps et des pillages par le sable qu'il avait envahi peu à peu, nous permet encore d'admirer de magnifiques couleurs. Sur les murs extérieurs, les exploits de Ramsès, la bataille de Kadesh en particulier. Après chaque bataille, on coupait la main gauche ou le sexe des ennemis morts, les scribes les comptaient afin de connaître le nombre de vaincus. Et à l'intérieur, de superbes décors religieux. Ainsi que de nombreuses petites chapelles. À Thèbes, il fit construire son château de millions d'années, que Champollion nommera le Ramesséum. Ramsès l'appelle le château User Maatré Setenpéré, qui s'unit à Thèbes. Aux alentours du temple, de nombreux magasins. D'immenses greniers voûtés construits en briques crues recevaient les réserves de grains et autres pour la distribution aux prêtres et aux ouvriers du temple. Salle du trésor du temple et du matériel cultuel. Ce pylône, qui était l'entrée du temple, donne aujourd'hui sur des champs. Le temple comprend une salle hypostyle dont les colonnes papyriformes ont gardé leur magnifique couleur. Plusieurs cours sont bordés de piliers osiriaques. Certains sont très détériorés. Pilier osiriaque et tête de Ramsès. Colosse de Ramsès II fracassé. Ce magnifique temple de Wadi el-Sebwa, dédié au dieu Amon, fut construit sous le règne de Ramsès en l'an 40 de son règne, et le 3e Hémispéos qu'il fit diriger en Nubie. La direction des travaux fut confiée à Sétaou, vice-roi de Nubie, qui dut se contenter d'une main-d'œuvre locale peu performante, si l'on en juge par la qualité médiocre des piliers osiriaques et du dromos. Tu m'expliques ce qu'est un dromos? Un dromos est une allée généralement bordée de sphinx. Ce temple, dédié à Amon-Ré et à Ré-Ouati, servait de reposoir à la barque sacrée. Le premier pylône, aujourd'hui pratiquement disparu, était précédé de 2 sphinx à tête humaine et de 2 statues du roi debout. L'allée centrale de la première cour était bordée de sphinx à tête humaine. Devant le deuxième pylône, une seule des 4 statues monumentales subsiste, haute de 6 mètres,
Elle représente le roi dans l'attitude de la marche, jambe gauche en avant. À ses côtés, une princesse, la grande épouse royale Bentanat, fille du roi et d'Isis Nofret. Ce pylône franchi, on pénètre dans la cour hypostyle, flanquée de 2 couloirs extérieurs qui comportent 10 piliers osiriaques. De nombreuses scènes figurent sur les murs. On pénètre dans la salle hypostyle, creusée à moitié dans la roche, car le sommet des 12 piliers et celui des murs est construit. À l'intérieur, des scènes dédiées aux offrandes que le roi fait aux différentes divinités. Pour moi, le plus merveilleux temple bâti par Ramsès, c'est Abou Simbel. C'est grandiose. Ces 4 statues représentent Ramsès? Oui, situé face à la frontière nubienne, on imagine aisément que les 4 impressionnants colosses de 20 mètres de haut devaient dissuader ses voisins de toute attaque. Sur la façade, Ramsès a même inscrit l'un de ses noms sous forme de rébus. Le sceptre Ouzer, la déesse Maat et Ré le soleil, Ouzer Maatré. La première salle est haute de plus de 10 mètres et l'allée centrale est bordée de chaque côté de 4 statues royales de 7 mètres de haut, dans l'attitude du dieu Osiris. Les bras sont croisés sur la poitrine et les mains tiennent les 2 sceptres de ce dieu, le fouet Nekaka et le sceptre Eka. Le roi est vêtu d'un pagne plissé qui dévoile le nombril et est orné de 6 uræus. Tu représentes l'Uræus. L'Uræus est un cobra dressé, prêt à l'attaque, au front du pharaon et de certaines divinités, comme protection contre leurs ennemis. Selon une légende, le dieu Ré ayant perdu son œil gauche le remplaça. Mais lorsque les dieux Chou et Tefnou lui rapportèrent l'œil égaré, cet œil montra un tel chagrin d'être remplacé que Ré le transforma en Uræus et le plaça sur son front. Que représentent ces couronnes si différentes? D'un côté, les colosses portent la couronne blanche de Haute-Égypte, et de l'autre, le pschent, c'est-à-dire la double couronne ornée de l'Uræus. Les épaules des colosses sont marquées par les cartouches royaux, et de chaque côté de la statue, la titulature royale, les noms du roi. Tu vois, dans la partie la plus profonde du temple, le Saint des Saints. Maintenant très détériorées, ces statues étaient encore très colorées au XIXe siècle, comme l'avait constaté Champollion lors de son voyage en Égypte. L'axe du temple avait été calculé pour que 2 fois par an, le premier rayon de soleil frappe d'abord une des statues du sanctuaire. Le 20 février, l'illumination commence par la statue d'Amon, puis le roi et enfin Rhéoracti. Le 20 octobre, c'est la statue de Rhéoracti qui est d'abord éclairée, puis le roi, puis Amon. La statue de Ptah reste dans l'ombre, car il est le dieu du monde souterrain. Lorsqu'eut lieu la fameuse bataille de Kadesh, les Égyptiens et les Hittites s'affrontaient depuis des années pour obtenir la suprématie des échanges commerciaux et devenir ainsi la plus grande puissance de l'époque. Cette scène immense retrace la bataille de Kadesh et ses nombreuses péripéties. Pendant que l'on bastonne 2 espions hittites, Ramsès réunit en conseil de guerre son vizir et ses officiers supérieurs. Le camp égyptien est délimité par des boucliers dressés. Dans un enclos, la grande tente du roi et 3 plus petites pour les princes. La forteresse de Kadesh et le camp hittite. Derrière le souverain, ses 3 fils aînés,
chacun dans son propre char. L'attaque de la forteresse hittite. 2 assiégés, accroupis, lèvent les bras pour implorer la clémence royale. Un homme blessé tombe du premier rempart. L'affrontement des chars égyptiens et hittites. Terrorisé, un bédouin s'enfuit avec son bétail. Le roi piétine un ennemi. Le retour triomphal de Ramsès. Son lieu apprivoisé galope aux côtés des chevaux. Pharaon a dicté ou commandé à l'un de ses scribes, Pantaour, un poème à sa louange. Ici commence la victoire d'Ouser Maatré, fils du dieu Ré, roi de haute et basse Égypte. Sa majesté est un seigneur plein de jeunesse, aux membres puissants et au cœur vigoureux. Tel un lion sauvage, ignorant la frayeur, il s'est retrouvé seul au milieu des ennemis. Il a fait appel au dieu Amon, qui lui a répondu « Ma main est avec toi, je suis plus utile que des centaines de milliers d'hommes, je suis le seigneur de la victoire. » Encouragé par le dieu, Ouser Maatré voit les 2500 chars hittites, au milieu desquels il se trouvait, s'écrouler devant son attelage. Les Hittites abandonnent la bataille et Ouser Maatré figure en grand vainqueur. Ce texte fait de Ramsès le grand vainqueur des Hittites, grâce aux éloges grandiloquents sur sa bravoure et l'intervention miraculeuse du dieu Amon. En fait, la réalité semble tout autre. La bataille se serait terminée par un accord entre les 2 souverains qui ont jugé qu'une victoire décisive serait très longue à obtenir et serait extrêmement coûteuse en vie humaine. Plus tard, en l'an 21 de son règne, Ramsès et le souverain hittite ont signé un traité de paix d'une surprenante modernité. Il comporte des clauses d'assistance mutuelle en cas d'attaque, un pacte de non-agression et, plus étonnant encore, ce traité aborde l'extradition de personnes et leur traitement dans le royaume. Pour sceller cet accord, Ramsès épouse une fille du souverain hittite. La paix régnera alors au Proche-Orient et durera jusqu'aux premières années du successeur de Ramsès. À l'époque de la construction du temple, en l'an 7 du règne, ses enfants sont déjà nombreux, 8 fils et 9 filles. En tête des fils, le prince héritier, Iménerké-Péchef, fils de Néfertari. Tous coiffés de la mèche princière, ils tiennent un flagellum de la main gauche et leur main droite est levée en direction de leur nom et titre. Quant aux filles, leur main gauche tient un sistre et la droite fait le signe d'adoration. Avec plus de 8 fils et 9 filles, Ramsès a dû avoir beaucoup d'épouses. Il a eu plusieurs grandes épouses royales, mais Néfertari était sa préférée. Il l'appelait la dame de charme, la douce d'amour, celle pour qui le soleil brille, et ce temple est la manifestation de l'amour qu'il lui portait. C'est elle qui lui a donné son premier fils. Combien Ramsès a-t-il eu d'enfants au total? À notre connaissance, il a eu 50 fils et 53 filles. Isis-Nofret était sa seconde grande épouse royale. Bentanat, fille de Isis-Nofret, et Méritamone, fille de Néfertari, ont aussi été nommées grande épouse royale, ainsi que 2 autres de leurs sœurs, Nebet-Tawi et Enout-Tawi. Ramsès eut aussi de nombreuses épouses secondaires égyptiennes et étrangères pour consolider les accords avec les vassaux et les pays de Nubie et du Soudan, ainsi qu'environ 200 concubines. Viens, allons visiter le petit temple que Ramsès a fait construire pour sa grande épouse royale Néfertari. Le temple de Néfertari est une vraie merveille. La reine est au centre de chaque moitié de façade, entourée de 2 statues de son royal époux. À côté de chaque colosse royal, 2 petites statues, 4 princes près de leur père et 2 princesses près de leur mère. Un cistratorique décore le côté des piliers qui fait face à l'allée centrale.
2 oreilles de vache encadrent le visage de la déesse Hathor. Le sistre est un instrument de musique? Le sistre est en fait une crécelle qui produit un bruit lorsqu'on l'agite. Il est orné de la tête de la déesse Hathor car il est lié à son culte. Dans le sanctuaire, la structure à l'intérieur de la niche est très dégradée. On devine la déesse Hathor sous sa forme de vache qui présente le pharaon dont la tête est juste au-dessous de son museau. Néfertari agite des cystes devant la déesse Hathor. 2 déesses, Hathor et Isis, couronnent la reine. Néfertari rend hommage à la déesse Hathor qui se tient dans une barque voguant dans les fourrés de papyrus. Dans ce temple, dédié à Néfertari, Ramsès est très présent. Avec son épouse, il offre des fleurs à la déesse Taouret. Qui va succéder à ce si grand roi? Ce sera Merenta, son 13e fils, né de la grande épouse royale Isis Nofret. Le père de Ramsès était Séti. Et alors, qui était sa mère? Sa mère, la reine Moutoui, a joué un rôle très important auprès de Ramsès. Ses avis ont pesé sur le comportement de son fils, car elle était d'une très grande sagesse. Elle seule était capable de peser sur son fils, et on peut dire qu'elle a tenu un grand rôle dans l'élaboration du traité de paix avec les Hittites, car Ramsès éprouvait pour sa mère, la grande dame Toui, une profonde vénération. Ramsès disparaît en 1213 avant notre ère, âgé de 92 ans et après 67 ans de règne. Le rêve des Égyptiens était de devenir éternel. Peut-on penser que Ramsès a réussi ce prodige, puisque plus de 3000 ans après sa disparition, il n'a pas fini de nous émerveiller et de revivre grâce à ses nombreux monuments et aux nombreux écrits qui lui sont consacrés.